Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bonjour, vous écoutez la masterclass de Trends Tendance. Je suis Pierre-Henri Thomas et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Didier Cahen. Bonjour Didier Cahen. Bonjour. Alors vous êtes économiste, vous dirigez Eurofi, qui est un think tank qui cherche à promouvoir l'idée européenne, mais vous allez nous en parler. Et vous venez de publier chez Odile Jacob un ouvrage, le titre un peu inquiétant, il faut le dire, L'euro en danger. Alors la monnaie unique va-t-elle disparaître prochainement ? Non, pas prochainement. Merci de m'inviter. Il est temps de faire un vrai sursaut en Europe. Et le livre parle évidemment des périls qui menacent l'euro, mais aussi des solutions pour permettre ce véritable sursaut. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une union monétaire ne peut pas fonctionner durablement sans un minimum de discipline économique. Sinon, elle n'est plus viable. Or, ce qu'on constate aujourd'hui dans notre système monétaire européen de l'euro, c'est qu'il n'y a plus de force de rappel. On peut regarder ce qui se passe aujourd'hui en France. L'euro nous protège, et c'est une bonne chose, puisque malgré le chaos politique dans lequel nous nous trouvons en France, les taux d'intérêt à 10 ans ne bougent pas, les indices boursiers ne bougent pas, les Pays-Bas, l'Autriche n'a pas de gouvernement, ça n'a aucune importance, le budget en Espagne, même chose, n'est pas là, et on voit bien que l'euro protecteur, et c'est une bonne chose, mais tout en nous protégeant, l'euro masque les divergences qui s'accroissent entre les États membres de l'Union européenne et favorise, ces déséquilibres en l'absence de force de rappel. Du temps du système monétaire européen, on avait la menace de la dévaluation. Aujourd'hui, cette menace a disparu, elle s'est substituée une protection de la monnaie unique. Mais cette protection masque et renforce les disparités économiques, ce qui fragilise à moyen et long terme la viabilité de l'euro. C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même que dans toute zone monétaire, aux États-Unis aussi, la croissance, la caractéristique de l'économie de la Californie n'est pas celle du Minnesota ou de l'Arkansas? Vous avez tout à fait raison. Les États-Unis ont du reste des difficultés financières, budgétaires, le déficit jumeau américain sont aussi préoccupants. Mais les États-Unis ont un budget fédéral, inconséquent que l'Europe n'a pas. Et j'ajoute que ce qui me fait craindre que l'euro puisse être attaqué avant le dollar, c'est le fait que les États-Unis disposent du leadership technologique, sont protégés par leur statut de première puissance militaire européenne, ils ont le premier marché financier mondial, ils ont le rôle international du dollar, ils disposent de taux de prélèvement obligatoire particulièrement faibles, c'est-à-dire des possibilités de monter charger les impôts de manière conséquente, puisque je crois que le taux de prélèvement obligatoire aux États-Unis est de l'ordre de 25%, en France il est de plus de 43%. Donc tous ces avantages que disposent les États-Unis, nous ne les avons pas en Europe. Ce qui me fait croire que la viabilité de notre union monétaire puisse être attaquée un jour par les marchés financiers si les États fondateurs comme la France ne remettent pas de l'ordre dans leurs finances publiques. C'est ça le sujet. Si des pays comme la France ou la Belgique devaient continuer à s'occuper uniquement de dépenser pour la consommation immédiate et en empruntant l'argent qu'ils n'ont pas, à un moment donné, si vous voulez, la charge d'intérêt de la dette, c'est-à-dire ce que les États vont devoir payer chaque année à leurs créditeurs, et en France, la moitié de ces créditeurs sont non français, à ce moment-là, la charge va devenir insoutenable et les pays trop endettés ne pourront plus emprunter et faire face à leurs échéances. Et c'est là que le problème se posera véritablement. Donc les périls sont là, mais l'endettement agit comme un poison lent. Donc c'est pas pour demain ni après-demain, mais vous voyez, en un pays comme la France, la charge de la dette, on en est à 75 milliards d'euros par an en France. L'année prochaine, on sera à 90 milliards. En 2027, on dépassera 100 milliards. Et à un moment donné, ça sera très compliqué. Mais là, vous parlez des intérêts à payer. Exactement, les intérêts annuels. Et la difficulté, si vous voulez, en France en particulier, et peut-être moins encore le problème de l'endettement que le problème de la dépense publique par rapport à la richesse nationale, qui en France est de l'ordre de 57%, alors que la moyenne de la zone euro, en incluant la France, est de 50%. Ces 7 points d'écart, c'est la différence entre la vie et la mort. C'est ce qui explique pourquoi les impôts et les charges ont 4 points de plus
en France qu'en Allemagne, et que vous avez un endettement de 3%. Et donc, si on continue comme ça, à toujours dépenser plus, c'est pas tellement seulement immédiatement l'euro que vous mettez en danger, mais c'est les entreprises françaises qui vont être de plus en plus asphyxiées, la désindustrialisation en France qui va se poursuivre et la dégradation de nos services publics qui va continuer. Donc, c'est pas une question d'Europe ou pas Europe, vous savez, mettre de l'ordre dans ses finances publiques, euro ou pas euro, c'est quelque chose d'indispensable. Et quand vous êtes dans une union monétaire et que vous ne respectez pas les mêmes disciplines, la confiance au Conseil européen entre les chefs d'État disparaît. La méfiance s'instaure et vous comprenez pourquoi depuis 20 ans, on n'arrive pas à progresser dans l'intégration économique, financière et politique de l'Europe. Donc il faut devenu une collection d'États désunis, une juste imposition d'États désunis, et que vous ne pouvez pas construire une Europe forte avec des États faibles. C'est le contraire, et ça c'est peut-être ce que Mario Draghi n'a pas montré dans son rapport, c'est plus les États sont forts, plus l'Europe sera forte. C'est ça. Et alors, remettre de l'ordre, ça veut dire il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Continuer à dépenser plus, à travailler moins et à vouloir taxer plus. C'est exactement le contraire. Il faut dépenser moins pour taxer moins, travailler plus et investir plus. Et pour investir plus, on a besoin d'entrepreneurs de projets d'investissement, d'entrepreneurs qui soient encouragés et non pas découragés à investir, ce qui fait dire, on revient à notre point de départ, baisser les impôts et les charges. Pour ce faire, il faut donc bien baisser la dépense publique pour permettre aux entreprises. Et j'ajoute, il faut aussi que le goût du risque soit rémunéré. Si vous avez des taux d'intérêt à moyen et long terme, en termes réels, qui sont nuls, à ce moment-là, si vous voulez, même les épargnants se disent sont détournés de l'investissement productif et de l'investissement à moyen et long terme. Pourquoi investir à 5 ou 10 ans et immobiliser mon épargne si elle ne rapporte rien? Autant rester dans un dépôt bancaire, sur un livret. Ou aller aux États-Unis, parce que les ETF sur le Nasdaq. Exactement. Donc, si vous voulez, il faut encourager les entrepreneurs et il faut au moins que l'épargne soit aussi bien rémunérée en Europe que dans les autres régions du monde. C'est-à-dire, c'est facile à faire, mais réduire les dépenses publiques, je crois que beaucoup de pays ont ça en tête. Le problème, c'est que... Écoutez, je vous arrête tout de suite. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a une population de 10 millions d'habitants supérieure à celle de la France. Ils ont 1 million de fonctionnaires de moins. Est-ce que c'est si difficile de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 au niveau de l'État et des collectivités publiques? Aucun problème social. Est-ce que c'est difficile de revenir sur un certain nombre de niches fiscales? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est difficile de reprendre un certain nombre de mesures structurelles comme la réforme de l'apprentissage, le millefeuille territorial? Non, vous savez, les rapports de la Cour des comptes en France regorgent de propositions diverses et variées pour baisser ces dépenses publiques et arrêter la gabegie et, je dirais, l'obésité de notre État qui prend un poids de plus en plus croissant dans l'économie et qui empêche, si vous voulez, toute initiative du secteur privé de se développer. C'est ça. Alors, bon, on va élargir un peu au-delà du cas de la France, mais le cas de la Belgique est très similaire. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'endetter davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, il faut changer de paradigme économique et monétaire. D'une économie où on cherche toujours à soutenir la consommation immédiate par l'emprunt, il faut s'occuper de l'offre productive. Et pour s'occuper de l'offre productive, il faut d'abord mettre, encore une fois, de l'ordre dans ses finances publiques, et ensuite canaliser et encourager l'épargne à aller financer les fonds propres des entreprises et créer, si besoin, les produits financiers qui permettent, je dirais, ce mouvement. Par exemple, les fonds de pension. En France, on souffre de l'absence dans le secteur privé de fonds de pension, donc il faut changer de paradigme, remettre de l'ordre dans ses finances publiques, redonner goût à l'initiative et la rémunérer comme telle, et faire les réformes qu'on n'a jamais voulu entreprendre, c'est-à-dire encourager l'innovation, encourager la recherche, flexibiliser le marché du travail, c'est-à-dire faciliter l'entrée des jeunes, faciliter aussi les départs quand cela est nécessaire. Donc il faut flexibiliser le marché de l'emploi, il faut travailler davantage, oui c'est vrai, mais vous savez, en France en 1981, la retraite était à 65 ans. Donc si vous voulez, avec l'espérance de vie qui augmente,
c'est pas de travailler plus, il faut retrouver le sens du travail et le sens de l'investissement. Alors, évidemment, on a toujours eu l'idée, depuis Lisbonne, depuis 25 ans, de doper la compétitivité de l'économie européenne. On n'y est jamais parvenu. Donc, ce que vous dites, finalement, ce sont des principes qui ont été énoncés depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui manque, finalement, pour faire pousser le moteur européen ? Eh bien, il manque, si vous voulez, un peu de discipline, si vous voulez. Et cette discipline, elle doit être accompagnée par les autorités européennes. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, je m'excuse une seconde, je reviens, c'est croire qu'on va pouvoir passer, comme le propose Mario Draghi, à un État européen qui pourra emprunter demain à hauteur de 800 milliards. Ça, c'est le rêve. Il n'y a pas d'argent magique européen. Et ce dont nous n'avons pas besoin, c'est d'argent. L'argent, la liquidité, n'a jamais été aussi abondant. Encore une fois, on a besoin de projets et d'entrepreneurs encouragés à investir et d'une épargne qui est rémunérée en conséquence. C'est ça le cœur du problème. Et donc, il faut, le préalable, retrouver de la convergence économique en Europe. Et une fois que la convergence et que ce mouvement sera enclenché, vous verrez que la croissance reviendra, que la confiance repartira et que les bénéfices de l'euro, qu'il ne faut pas oublier, que ce soit la suppression du risque de change, que ce soit la baisse des coûts de transaction, la transparence des prix, l'intégration européenne des chaînes de valeur, tous ces bénéfices qu'on a tendance à oublier de l'euro, eh bien, ils permettront de revenir au premier plan et une fois le chemin de la convergence économique retrouvé et de la confiance retrouvée au niveau du Conseil, vous verrez que l'euro pourra enfin devenir ce vecteur d'intégration économique et politique en Europe. Mais si cette convergence n'apparaît pas et qu'on continue dans l'indifférence générale, c'est-à-dire sans discipline de marché, en violant en permanence les règles du pacte de stabilité, que la Commission est aux abonnés totalement absents aujourd'hui. Donc s'il n'y a plus de gendarmes, si vous voulez, sur l'autoroute, si on laisse faire n'importe quoi, alors il faut faire très attention, parce que l'euro, encore une fois, protège, mais masque ces différences, retarde des corrections, permet, ces dérives, et à un moment donné, si vous voulez, l'élastique peut se tendre, et nous pourrons nous retrouver dans une situation comme un nouveau tournant, comme on a vécu malheureusement de triste mémoire en 2011-2012. C'est ça. Alors en plus, on est dans un contexte de guerre des monnaies. C'est assez neuf, je dirais, la position américaine, qui veut à la fois promouvoir un dollar, mais le rendre compétitif par rapport aux autres, donc promouvoir un dollar faible. C'est une sorte de paradoxe. Oui, mais là, vous voyez, si vous voulez, vous avez tout à fait raison. Le dollar faible ou l'euro fort a aussi ses avantages et ses inconvénients. La facture énergétique pour la Belgique ou pour la France se réduit, mais les exportations sont d'autant plus pénalisées, et aux États-Unis d'autant plus pénalisées que nous avons en plus des droits de douane de 15%. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter aux fluctuations de change. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que si l'euro nous disposions de cette convergence économique, à ce moment-là, nous bénéficierions d'un rapatriement des mouvements de capitaux véritablement, durablement en Europe. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt l'or qui s'envole. Et l'or s'envole parce que les investisseurs n'ont pas non plus une confiance quand ils voient ce qui se passe, encore une fois, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et même en Espagne. Aujourd'hui, sur le plan politique et budgétaire, ils ont raison de s'inquiéter. C'est paradoxal. L'or, c'est typiquement un investissement improductif. Tout à fait, mais c'est une valeur refuge, et dans un environnement particulièrement difficile, les investisseurs se réfugient là où ils peuvent se réfugier, c'est-à-dire principalement dans l'or. C'est un réflexe, c'est un vieux comme Hérode. Et alors peut-être une question un peu annexe, mais qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'euro numérique ? Oh, si vous voulez, c'est pas ça qui, je dirais, sauvera l'euro ou le mettra à court terme en péril. La question est plus technique, si vous voulez, c'est est-ce qu'il faut revenir sur des monnaies privées comme les stablecoins, ou est-ce qu'il va arriver à une monnaie banque centrale. C'est ça le débat, on n'a pas le temps de l'aborder ici. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que les besoins de paiement immédiats des Européens, d'une manière ou d'une autre, se fassent de manière interopérable dans la zone euro. Après, si vous voulez qu'on passe par les voies des initiatives privées, ou par la voie de l'euro numérique, je dirais que c'est un débat dans lequel on aura l'occasion de revenir dans les prochains semestres. D'accord. Peut-être dernière question. Alors, je me projette dans 50 ans. Vous voyez encore la monnaie unique exister ou plus ? Écoutez, avant de se projeter dans 50 ans, posons la question d'ici 3 ou 5 ans. Et ces problèmes existentiels arriveront, je pense, d'ici 3 ou 5 ans, sauf si, encore une fois, les États fondateurs, comme la France ou la Belgique,
remettent la trajectoire de leurs finances publiques sur le bon chemin. C'est-à-dire que c'est ça la clé, si vous voulez. Et si cette trajectoire revient sur le droit chemin, il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur l'Europe. Mais en revanche, si on continue comme en France aujourd'hui à nier les problèmes, être dans une politique de déni en permanence et croire que l'euro nous protégera en permanence, je crois que c'est une mauvaise route, c'est une mauvaise trajectoire qui ne peut qu'à terme, si elle se poursuit inlassablement, comme c'est le cas maintenant surtout depuis 30 ou 40 ans, et ça s'accentue ces dernières années, alors la catastrophe est possible. Merci. Alors je rappelle le titre de votre livre, L'euro en danger. Il est préfacé par Jacques Delarosière, l'ancien directeur du Fonds monétaire international. Merci beaucoup Didier Cahen. Merci à vous. Projetez-vous sur les 2 prochaines années, votre bouclier contre l'incertitude. Mettez en place un plan stratégique qui vous trace une route vers la performance, la croissance et le succès. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.